Défection au PDCI-RDA qui relance le débat sur le leadership de son président Tidjane Thiam à l'annonce du congrès ordinaire du RHDP prévu les 17 et 18 mai 2025 en passant par la décision de Laurent Gbagbo de suspendre la participation de son parti, le PPACI, à la commission électorale indépendante. Autant de sujets brûlants qui ont occupé une place prépondérante dans la presse ivoirienne cette semaine. Quelle lecture peut-on faire de cette riche actualité politique en Côte d'Ivoire? On en parle dans ce numéro de la revue de presse grand format. Bienvenue à toutes et à tous. Deux invités avec moi sur ce plateau pour décortiquer, analyser tous ces sujets qui rythment l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Aké Renaud. Bonjour. Bonjour, M. Khalil. Vous êtes de la société civile, vous êtes le président fondateur de Debout Citoyen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sur ce plateau également, nous avons la présence de Lansina Karamoko. Bonjour. Bonjour Khalil. Vous êtes membre du bureau politique du RHDP. Merci à tous les deux d'avoir accepté de venir faire le débat sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Merci, on va se retrouver dans quelques secondes pour lancer le débat avec le premier sujet. Le PDCI-RDA a connu des défections cette semaine. 3 de ses cadres ont décidé de rejoindre les rangs du RHDP, le parti au pouvoir, mercredi 9 et jeudi 10 avril 2025. Il s'agit de Jean-Yves Esso, jusque-là inspecteur du PDCI, Aka Nojo, deuxième adjoint au maire de Port-Boué, délégué PDCI-RDA chargé des élections dans cette commune, et Youssouf Balogun, qui est conseiller municipal. Des défections qui soulèvent des interrogations sur le leadership du président du PDCI, Tidjane Thiam. Messieurs, comment analysez-vous ce débat? Est-ce le symbole d'un leadership en cause de Tidjane Thiam? Okay. Merci bien pour l'invitation. J'aimerais dire oui, son leadership est mis en cause, mais en partie, parce qu'il ne dépend pas, les membres de son bureau politique ou les membres du PDCI ne dépendent pas en partie de Thiam, mais chacun a ses ambitions, chacun a sa carrière politique. Mais ce qu'il faut retenir de ça, il faut retenir que les hommes politiques ont atteint un degré de trahison qui est insupportable pour les populations. Parce que quand on vient en politique, c'est par rapport à une idéologie, par rapport à, je dirais même, un courant politique. Et quand vous adhérez à cette idéologie, à un courant politique, nous, on se dit que vous avez une probité morale, vous avez une morale qui va avec le parti. Et dès l'instant que pour des questions électorales, pour des questions de carrière politique, il y a d'autres qui, aux heures des élections, changent de camp. Ça fait un peu, ça jette un discrédit sur la représentation politique, sur les hommes politiques en général. Donc pour moi, je dirais que oui, c'est malheureux. Mais bon, de l'autre côté, on pourrait dire que non, le RHDP aussi a bien placé ses pions. Parce que nous sommes dans un jeu politique où chacun a une stratégie, chacun a ses pions qui poussent pour pouvoir convaincre les électeurs, et peut-être que voilà, le PDCI a mal joué ses cartes sur ce coup. Voilà. Oui, je crois que le temps est en train de faire son effet sur Thiam. Il est venu avec tellement d'euphorie qu'on a pensé que c'est lui qui allait vider la maison du RHDP. Vous vous souvenez, lorsque un député l'a rejoint, je crois aussi qu'un maire également... L'ex-maire Iré, pardon, voilà, qui a décidé récemment, oui, François Gilbert Capou.
Et on a pensé que, bon, c'est le nouveau Messie qui est arrivé, c'est lui qui inspire confiance, c'est lui qui rassure, et que, bon, ça en était fini complètement avec le RADP et que les départs allaient être en cascade. On vous avait dit sur ce même plateau que de rien n'était et qu'il fallait laisser faire le temps. Et je crois qu'aujourd'hui, ces départs sont annonciateurs, n'est-ce pas, effectivement, du fait que les militants du PDCI commencent à comprendre qu'ils sont passés de l'illusion à la réalité. Parce que ces départs-là, quand vous regardez de près, il y en a 2 dedans qui sont des Port-Boué. Port-Boué, ce n'est pas seulement le PDCI dans son ensemble, mais c'est aussi la commune du secrétaire exécutif du PDCI, c'est-à-dire l'homme de confiance de Thiam. L'homme, quand il parle aujourd'hui, Thiam, je ne dis pas qu'il est aux ordres, mais Thiam ne discute pas trop parce que c'est sur lui qu'il fonde ses espoirs. Il s'agit d'Emo Sylvestre. Emo Sylvestre. Qui a même présidé le dernier bureau politique. Qui a donc assuré l'intérim de Thiam, qui a présidé le bureau politique. Vous voyez un peu l'enjeu. Un de ses adjoints au maire de Port-Boué, et qui est chargé même des élections dans cette commune qui est importante dans le dispositif d'Abidjan, prend la tangente vers le RHDP. Ça montre donc l'ampleur de ces départs. Et ça avait été quelque part à Daloa, ou dans une base à Saint-Fra, ou à Boisflé dans une base, ou même peut-être à Nyama dans une base. On pourrait dire, bon, voilà, ce sont des défections qui ne doivent pas... mais quand ce sont des collaborateurs directs du secrétaire exécutif, c'est donc directement le leadership des termes qui est mis en cause actuellement. Mais le porte-parole du PDCI, Bredoumi Soumaïla, en conférence de presse hier, a dit le contraire de ce que vous avez évoqué. Il estime que ceux qui sont partis sont les personnes en dégénérescence, comme pour dire que cela n'affecte pas réellement le PDCI-RDA. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Non, il ne partage pas ça. Normalement, quelqu'un qui fait la politique va comprendre réellement que non, M. Soumaïla a fait de la communication. Quand vous avez une défection en votre sein, vous ne cherchez pas à justifier ça pour dire que bon, il n'a pas de poids. Non, non. Vous êtes dans une élection. Et dans une élection, une fois, j'avais dit sur votre plateau, on gagne une élection lorsque vous avez un capital politique, un capital médiatique et un capital financier. Donc, dès l'instant que vous perdez un capital politique, c'est une perte. Vous ne pouvez pas négliger cette perte-là, même si elle est minime. C'est comme si vous perdez au moins 10 électeurs, vous dites non, ouais, c'est 10 électeurs, c'est pas truc. Non, c'est pas sérieux. Si il y a eu défection, c'est qu'il y a un problème au sein de votre parti politique. C'est à vous maintenant de trouver qu'est-ce qui fait que les autres vont ailleurs, qu'est-ce qu'il y a ailleurs qu'on n'a pas au PDCI et qui attire notre capital politique. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Mais venir faire de la communication, je ne suis pas tellement d'accord. Mais bon, nous sommes en politique. Donc, et justement, concernant Jean-Yves Esso, il a donné un peu plus les raisons de son départ. Il a décrié la communication du PDCI qu'il ne trouve pas efficiente. Est-ce que... qu'est-ce que vous en dites? Chacun a sa manière de voir les choses. Quand vous adhérez à un parti politique, il y a ce qu'on appelle la ligne du parti. Soit vous adhérez à la ligne du parti, soit vous n'adhérez pas à la ligne du parti. Et peut-être au niveau de la communication, il n'a pas adhéré à la ligne du parti sur le plan de la communication et il a décidé de partir. Mais la raison même qu'il a donnée qui m'a un peu choqué, c'est lorsqu'il dit que j'ai 56 ans et je ne vais pas être opposant à 70 ans. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'il ne fait pas la politique avec des convictions. Il fait la politique pour des intérêts. C'est un carriériste, il veut avoir plus un gros CV, une carrière politique, au lieu de... La politique, c'est pour servir. La politique, c'est pas pour se servir soi-même. Et ça, il fait une grosse erreur sur le plan politique. Et en allant vers le RHDP, pour moi aussi, c'est une grande erreur. S'il avait créé son parti, bien son mouvement, là, ce serait un peu différent. Mais aller dans un parti où on a l'impression que ces deux partis, le PDCI et le RHDP, c'est deux partis qui avaient fait alliance avant, mais maintenant qu'ils ne s'entendent plus. Donc, il y a, je veux dire, c'est une alliance contre nature qui a été faite. Donc, quand vous quittez ce parti pour aller dans le parti opposé, ça montre que, personnellement, vous n'avez pas de conviction
vous avez juste des intérêts. Et les hommes politiques ont des intérêts à court terme, non, mais pas à long terme. Et ça, c'est défavorable pour les populations d'avoir ces gens de politiciens. Est-ce que cela voudrait dire que le RHDP doit se méfier de ces nouvelles personnes qui arrivent dans ses rangs? Non, pourquoi se méfier? Ils sont tous des Ivoiriens. Ça, c'est la première des choses. La seconde, peut-être qu'ils vont trouver au RHDP ce qu'ils n'ont pas pu trouver dans leur parti. Moi, je dis les défections. Il y a peut-être que la vision du RHDP cadre avec leur entendement. Vous savez, je l'ai dit, qu'au jour d'aujourd'hui, les questions idéologiques ne sont plus des barrières pour les acteurs politiques. Non, ce n'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Récemment, aux États-Unis, qui est la plus grande démocratie, le petit-fils de Kennedy est parti avec Trump. Pourtant, il est démocrate dans l'âme. Mais il y a une autre vision aujourd'hui chez les acteurs politiques. Est-ce que celui qui est en face de moi, ou bien le parti qui est en face de moi, rassure, est dans ma vision, dans l'intérêt général, ou bien ils se battent pour des intérêts partisans? Alors, si le militant, ou bien le citoyen, avant d'être militaire, il est un citoyen, il voit que là où il est, les gens font plus un combat, n'est-ce pas, pour l'intérêt partisan du parti, et non pour la Côte d'Ivoire, il est fort probable que des cadres, que des militants ou des cadres se désolidarisent. C'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. C'est ce qui arrive en France quand Macron est arrivé au pouvoir. On a vu des gens de la gauche, de la droite rejoindre Macron. Et ça a surpris les gens. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le monde, on commence à s'habituer à ça. Les barrières idéologiques n'existent plus. Aujourd'hui, le parti que moi je le dis souvent, hein, le parti politique aujourd'hui auquel tous les Ivoiriens doivent adhérer, c'est le parti du développement. Est-ce que dans ce parti-là, on a en point de mire le développement et le bien-être des populations? Le parti du développement, c'est quoi? Mais attends, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a un boom. On est fiers de dire aujourd'hui qu'on est Ivoirien. Même si ça l'était avant, mais c'est davantage aujourd'hui qu'on dit qu'on est Ivoirien. Parce que notre pays se porte bien. Sur le plan économique, notre parti se porte bien sur le plan social, même si l'être humain est un éternel insatisfait. Mais là-bas, on a l'assurance que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Alors, si on partage cela et qu'on veut donner quelque chose que nous avons pour améliorer tout ça, mais c'est là-bas qu'on dépose les valises. Le parti du développement, pour vous, c'est le RHDP. C'est le RHDP. C'est vrai pour vous? Non, ça ne peut pas être le RHDP. C'est quel parti alors selon vous? Non, en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, je ne pourrais pas dire s'il y a un parti qui est le parti du développement. Parce que pour moi, le développement, c'est le bien-être des Ivoiriens. Donc on doit aller regarder là-bas si les Ivoiriens se portent bien. Parce que tout à l'heure, il a dit le pays se porte bien. Oui, peut-être avec des chiffres. Mais ça ne compte pas. Alors regardez si la population se porte bien. C'est là qui est le plus important. Parce que les RHDP gouvernent, mais ils gouvernent les populations. Pour vous, qui vous disent que le pays ne se porte pas bien, les Ivoiriens ne sont pas heureux? Non, mais il faut regarder l'inflation en Côte d'Ivoire. Il faut regarder le niveau de vie des Ivoiriens. Est-ce que le salaire des Ivoiriens est compatible avec l'inflation actuelle en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens arrivent à se loger décemment? Arrivent à se nourrir convenablement? Si ce n'est pas le cas, c'est que non, le RHDP n'est pas encore le parti du développement. Et pour parlant du développement... Le taux de pauvreté qui est passé à 37%. Non. Vous savez, quand vous débattez, dans le débat, il y a ce que vous devez apporter à ceux qui vous écoutent. Quand on parle du taux de pauvreté, pour calculer le taux de pauvreté, il faut calculer d'abord le taux médian. Et quand vous avez le taux médian, 60% en deçà du taux médian, c'est le taux de pauvreté. Donc les autres 40%, ce sont des pauvres aussi. Mais ils ne sont pas comptabilisés. Donc on ne peut pas venir, vous ne pouvez pas prendre un taux à peut-être 36%, même 37% de taux de pauvreté, et puis dire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de pauvres. Non, non, non. On doit aller regarder l'inflation et aller regarder le niveau de vie des Ivoiriens sur le plan salarial, sur le plan des revenus.
Voilà. Il faut regarder la balance commerciale. En Côte d'Ivoire, est-ce que la balance commerciale est excédentaire? Non. La balance commerciale est déficitaire en Côte d'Ivoire. Donc, si on veut regarder si le pays se porte bien, c'est sur la balance commerciale. Voilà. D'accord. Alors, monsieur, dans la foulée de cette défection, au PDC-RDA, il y a une note signée de la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan, Mme Touré Aminata, qui est sortie et qui sursoit à la délivrance du certificat de nationalité demandé par Tidjane Thiam en date du 9 avril 2025, jusqu'à ce que le tribunal saisi de la contestation de la nationalité ivoirienne du président du PDC vide sa saisine. Alors, on s'interroge alors sur la capacité de Thiam à être candidat à la convention du parti. Mais quelques temps après, il y a un reportage qui est diffusé par la chaîne du parti qui a indiqué que Thiam a pu déposer son dossier de candidature avec toutes les pièces requises, dont le certificat de nationalité. Il est d'ailleurs le seul à avoir fait acte de candidature. Et tout à l'heure, il y a la décision de justice qui vient de tomber. La juge de référé a indiqué ne pas être compétente relativement à la plainte qui a été déposée par Yapo Valérie pour demander la suspension de Tidjane Thiam et des instances du parti. Et quelle est votre analyse de tous ces rebondissements au niveau du PDC-RDA? Oui, avant d'aborder ce point, je voudrais rapidement revenir sur ce que mon co-débatteur Aké a dit. Il a parlé du niveau de vie des Ivoiriens. Je voudrais lui faire remarquer que les Ivoiriens vivent bien. Dans tous les pays du monde, il y a des pauvres. Et il y a une classe sociale, n'est-ce pas, moyenne, qui est assez forte actuellement en Côte d'Ivoire. L'indicateur, c'est quoi? Les supermarchés, vous le savez, sont aujourd'hui dans tous les quartiers d'Abidjan. Les quartiers, même les quartiers les plus reculés, il y a des supermarchés. Il n'est pas facile aujourd'hui de se lever matin, aller au supermarché, en 5 minutes ou à 10 minutes, finir son shopping et puis revenir à la maison. Tellement les files sont longues. C'est un indicateur quand même. Parce que les supermarchés, c'est tous les 20 mètres, c'est tous les 50 mètres, c'est tous les 100 mètres, dans tous les quartiers, même les quartiers les plus reculés d'Abidjan. Et pourtant, ces supermarchés ne désemplissent pas. Mais quels sont ceux qui viennent là-bas pour venir s'approvisionner? Est-ce que ce sont des étrangers, des extraterrestres ou des Ivoiriens? Mais si les Ivoiriens peuvent aller là-bas s'approvisionner vraiment massivement, c'est qu'il y a une classe moyenne quand même en Côte d'Ivoire qui est assez importante. Et c'est là dû depuis que le RADP est au pouvoir. D'une part. D'autre part, quand on parle du niveau de vie des Ivoiriens, niveau salarial, tant qu'il a fait allusion, mais n'oublions pas qu'avec le président Ouattara, on est passé du simple au double au niveau du SMIC. Pourquoi on n'en parle pas? Et c'est tous les avancements qui étaient bloqués au niveau des fonctionnaires depuis 25-30 ans. C'est le président Ouattara qui est venu débloquer. Et aujourd'hui, il y a un vrai profit de carrière pour accompagner de l'impact salarial qui, n'est-ce pas, profite aujourd'hui aux fonctionnaires. Mais comme, de toutes les façons, l'homme reste un éternel insatisfait, alors on pourrait dire non, il y a des pauvres ici, il y a des pauvres là. Ça, je n'en disconviens pas. Toutes les structures de VTC, tout le monde se frotte les mains, mais c'est les Ivoiriens qui empruntent ces VTC. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, l'instabilité, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe au niveau du PDCI est bien partie de quelque part. C'est parti d'où? Mais Thiam a montré dès son arrivée, soit ceux qui l'ont trouvé et qui l'ont accueilli, parce que lui, il était depuis 23 ans hors de la Côte d'Ivoire. Il revient, après que la banque où il travaillait est fermée, il revient pour prendre la tête d'un parti. Donc forcément, il a trouvé des gens là. Je vais faire allusion au Guy Kahué, au Bombé et à tous ces doyens que vous connaissez. Il est venu, bon, c'est le petit-fils du fouet, donc il vient prendre la tête du PDC. Soit il n'a pas été honnête avec lui, ou lui-même n'a pas pris ses dispositions. Et c'est ce qui le fragilise aujourd'hui. En venant, il savait qu'il avait l'ambition d'être candidat pour contrôler le PDCI. Il avait l'ambition d'être candidat
à la présidence de la République. Mais en même temps, il connaissait son statut. Pourquoi n'a-t-il pas pris des dispositions pour régler tout ça avant de venir? On est dans une situation de cause à effet. Et la justice, qui est face à des situations certainement inédites, est en train d'analyser pour voir la meilleure formule. Mais toujours est-il que les questions judiciaires appartiennent à la justice. Maintenant, ceux qui sont chargés de l'exécution, de la mise en œuvre du code électoral, attendent Thiam, le moment venu, pour que tous ces dossiers soient déposés. Sinon, tout ce qui s'est fait, Thiam est allé déposer, tout ça, c'est la com. Actuellement, la période du dépôt des candidatures à la présidentielle n'est pas encore ouverte. Mais où alors ils sont allés déposer pour eux? Les dossiers de Thiam, c'est où? C'est où? Pour la convention du PDCI. Pour la convention du PDCI. Ok, j'admets. Mais pourquoi se précipiter autant? C'est une forme, ils pensent pouvoir mettre la pression sur les instances en charge de la gestion des élections en disant c'est Thiam ou rien, c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est notre candidat ou rien. On voit un peu leur stratégie. Mais ça ne peut mettre la pression sur aucune institution parce que nous avons des institutions fortes qui sont sereines et qui attendent le moment venu pour que chaque dossier arrive à son niveau. On peut être investi pour l'histoire. En 1995, peut-être qu'il y a un peu longtemps, le RDA avait désigné Alassane Ouattara comme son candidat aux élections présidentielles en 1995. Mais sur la base, n'est-ce pas, de la Constitution en son temps, il ne remplissait pas les conditions. Mais sa candidature est arrivée où? Nulle part. Donc aujourd'hui, le PDCI est dans le même schéma. Le PPACI est dans le même schéma. C'est Gbagbo qui est notre candidat. C'est Thiam qui est notre candidat. Mais attendez que la période de candidature arrive pour les déposer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce que la juge de référé a décidé, oui, qui estime qu'elle n'est pas compétente à juger de la suspension du président du PDCI, des instances du PDCI, est-ce que ce n'est pas déjà une victoire qui ouvre le boulevard Tidjane Thiam vers la présidence? Non, pas vers la présidence, peut-être vers la candidature au PDCI. Mais ce n'est pas vers la présidence. Parce qu'il y a deux étapes. Il y a l'investiture du candidat au niveau du parti, et puis il y a le dépôt des candidatures. Mais c'est déjà une victoire pour lui. S'il considère ça comme une victoire, ce n'est pas le RADP qui a introduit une plainte contre lui. C'est un de leurs militants. Si ce militant est débouté, ça n'engage que. Le RADP n'a rien à voir avec ça. D'accord, ok. Votre analyse sur ce sujet? Bon, moi je dirais qu'à ce moment-là, ça a Thiam de prouver, de montrer sa carrure en tant que leader, de montrer son leadership, parce que quand vous regardez la carrière de Thiam sur le plan professionnel et même sur le plan politique avant, bon, Thiam n'a jamais été opposant en tant que tel en Côte d'Ivoire, n'a jamais été opposant politique en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, il est en plein dedans. Maintenant, c'est à lui de montrer au sein de son parti qu'il a la carrure pour mener les grandes batailles, pour gagner les batailles. Parce qu'il n'est pas président du PDCI pour l'après 2030, mais je ne sais pas, le candidat du PDCI pour gagner la présidentielle. Donc si aujourd'hui, il est un frein à la présidentielle, à la candidature même, au dépôt des candidatures, il faudrait que lui montre qu'il rassure autour de lui que voilà, il a la carrue, il est dans la légalité. Maintenant, c'est à lui maintenant d'avoir la stratégie qu'il faut pour pouvoir gagner ces batailles judiciaires qui viendront. Donc, tout, je dirais même tout est dans sa main. C'est à lui maintenant de montrer maintenant son leadership parce que voilà, c'est la politique en Côte d'Ivoire et il doit s'y adapter. Maintenant, on a comme l'impression que bon, tout est un peu nouveau pour lui parce qu'il y a des défections ici et là. On entend beaucoup parler sur le plan économique, mais il oublie que la politique aussi, il y a le côté social, il y a le côté environnemental et il y a le côté politique aussi. Il faut montrer que sur le plan politique, vous êtes un stratège. Et ça, la communication ne va pas régler ça. Mais j'aimerais chuter pour dire aux doyens qu'on ne mesure pas l'économie d'un pays par le bien-être d'une nation par le nombre de supermarchés.
Non, je n'ai pas. Voilà, le nom des supermarchés. Non, c'est même pas un indicateur. Sur le plan économique, c'est pas un indicateur parce que les supermarchés sont construits par des gens qui ont du capital. Quand nous parlons du capital financier des Ivoiriens. Mais quand vous regardez le coût de l'énergie, quand vous regardez le coût de l'immobilier, vous ne pouvez pas dire que les Ivoiriens se portent bien sur le plan financier. Notre développement ne tient pas du tout la route. Dans la mesure où, c'est vrai, un bailleur ou un investisseur ou bien quelqu'un qui a les moyens, quand il construit son supermarché, ce n'est pas pour lui et puis sa famille. C'est pour la population, il y arrive. Alors, regardez à qui appartient ces supermarchés. Non, même si ces supermarchés appartiennent à un Chinois, ou à un Indien. C'est un exemple que j'ai dit. Mais la Côte d'Ivoire est ouverte. Non. Aujourd'hui, tout le monde fait des protectionnistes. Tout le monde fait des protectionnistes. On va pas de s'écouter. Là, il faut qu'on s'écoute. La Côte d'Ivoire est ouverte au monde. C'est un danger. C'est pas un danger. Si. Quel est le pays aujourd'hui dans ce monde qui peut vivre en autarcie? Ça n'existe pas. L'économie de marché, le monde est devenu un village planétaire. Aujourd'hui, ils sont à la renverse. Que vous puissiez me dire, vous pouvez me dire que la Côte d'Ivoire doit vivre fermée sur elle-même. Ah si, il y a des Ivoiriens ici qui vont faire des investissements au Cameroun. Je ne vais pas citer son nom, ou bien si vous voulez citer son nom. Kone de Songui est l'un des plus gros investisseurs au Cameroun aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Il y a des Ivoiriens qui sont aux États-Unis. Et d'ailleurs, à la faveur, n'est-ce pas, des visites d'État organisées par le chef de l'État dans les pays africains comme étrangers, notre télévision nationale s'est fait le plaisir de détecter les Ivoiriens qui investissent dans ces pays. C'est un honneur pour nous. Et on s'est encouragé. Donc s'il y a des investisseurs étrangers qui viennent investir en Côte d'Ivoire dans des secteurs précis, ils n'investissent pas ça pour leurs parents. Ils investissent ça pour les Ivoiriens. Et c'est ce que j'ai dit. Mais quand tu t'en vas faire un investissement et que l'investissement n'est pas rentable, c'est comme si tu ne peux pas prospérer dedans. Et pourtant, tous ces investissements sont aujourd'hui rentables. C'est pourquoi j'ai dit, c'est l'un des indicateurs que les Ivoiriens aujourd'hui arrivent à avoir quand même le minimum pour vivre. D'accord, c'est bien noté. Monsieur, on va marquer une petite pause et se retrouver dans quelques secondes pour le deuxième sujet de cette émission. Et là, on parlera de la décision de Laurent Gbagbo de suspendre la participation du PPACI à la commission électorale indépendante. Le PPACI participera-t-il à la présidentielle d'octobre 2025? En tout cas, c'est la question que plus d'une personne se pose depuis ce vendredi matin. Son président, Laurent Gbagbo, dans un communiqué publié ce vendredi 11 avril 2025, a décidé de suspendre la participation de son parti à la commission électorale indépendante. Monsieur, comment vous analysez cette décision du président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'on se dirige tout droit vers un boycott de la présidentielle par le PDCI, par le PPACI? Oui, mais nous tous on a vu venir Laurent Gbagbo. Pour qui le connaît? Pour qui connaît le PPACI? Moi, j'ai la chance de le connaître. Et j'ai dit depuis le début, Laurent Gbagbo, ce n'est pas des élections qu'il veut aller en fait. Aujourd'hui, le masque progressivement est en train de tomber. D'abord, il arrive. Quand il est arrivé, il ne reconnaît pas déjà Alassane Ouattara, qui est président. Et pourtant, il l'appelle Monsieur le Président. Il revient sur 2010. Il dit que c'est lui qui a gagné. Ça, c'était déjà son premier coup de pavé qu'il avait jeté dans la mare. Ensuite, quand il rencontre le président de la République, il demande deux choses. C'est vrai, il demande la libération de ses camarades qui ont été arrêtés suite à la crise post-électorale, mais il demande à intégrer la CEI. Il intègre la CEI. Après, l'autre combat maintenant, c'est l'inscription de Gbagbo sur la liste électorale. Après coup, il a demandé la dissolution de la CEI. Et aujourd'hui, il fait son retrait de la CEI, mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je demande un dialogue. Et puis finalement, c'est pour venir boycotter les élections. Et puis s'aimer les troubles. Gbagbo est dans une logique. Et nous qui le connaissons,
avions prédit tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Gbagbo n'est pas chaud pour aller à des élections. Parce que tu ne peux pas vouloir aller à des élections et puis tourner le dos à tous ceux qui ont été tes lieutenants, qui ont fait ta force. Comment j'ai dit, je n'ai pas besoin de Khalil, alors que je sais que pour gagner, j'ai besoin de Khalil. Vous faites allusion à La politique ne s'accommode pas avec les émotions. Il a tourné le dos à Simone, pas en tant qu'épouse, mais en tant que personnalité politique très forte qui a contribué, lui, à son ascension au pouvoir. Il a tourné dos à Afingessa. Il a tourné dos à Mamadou Koulibaly. Il a laissé tomber les frères de Sangaré et autres. Il a tourné dos à Blé Goudé. Mais c'est ceux-là, ces pions, pour arriver au pouvoir, c'est ceux-là qui ont fait, à un moment donné, les vraies racines pour la solidité, n'est-ce pas, de son régime. Il revient, il chasse tout cela, et la cerise sur le gâteau, quand on lui pose la question, est-ce que vous allez rassembler l'opposition autour de vous? Il dit, ce n'est pas mon rôle de rassembler l'opposition autour de moi. Je suis venu pour mon parti. Alors, quel est cet homme qui en même temps veut devenir président de la République, et tous ceux qui lui apportent une certaine aide pour atteindre son but, il leur tourne le dos? Gbagbo ne veut pas aller aux élections. Il veut exister, il veut être dans l'arène, il veut toujours qu'on dise Gbagbo est là. Et en fin de compte, je l'ai dit, c'est un peu la politique de la terre brûlée. Comme c'est eux-là qui m'ont empêché, c'est sa vision, hein, je n'ai pas dit que c'est ce qui m'ont empêché de tourner en rond. À un moment donné, moi là, je ne suis pas président, pour moi c'est bon comme ça, mais je veux aussi les emmerder. Il est dans cette logique. C'est bien noté. Aké Renaud, je vous vois en train de sourire après le développement de l'enseignant. Quelle est la réplique que vous voulez apporter? Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Non, je ne partage pas en partie, mais juste que ça m'a fait sourire parce qu'il a dit le mot emmerdé et vraiment c'était pas faux. C'était pas faux. Que, voilà, Gbagbo veut exister politiquement. C'est un homme politique et on ne peut pas lui en vouloir. C'est un Ivoirien, il a encore d'Ivoire et s'il veut faire de la politique, voilà, c'est son droit. Mais quand il dit que Laurent Gbagbo n'a pas envie d'aller aux élections, est-ce qu'en partie, est-ce que ce n'est pas vrai? Parce que quand on regarde les revendications portées par le PPACI, on demande la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on demande un dialogue politique, le gouvernement dit non, on demande une nouvelle révision de la liste électorale, une dissolution de la CEI, pas question, on demande un audit de la liste électorale, pas question. Est-ce que c'est pas dans cette optique vraiment de boycotter l'élection présidentielle? Vous parlez de jugement, procès d'intention? C'est un procès d'intention qui fait à Gbagbo, que Gbagbo ne veut pas aller aux élections. Même si j'étais à la place de Gbagbo, moi je n'irai pas aux élections. Pour la simple raison qu'on va aux élections lorsque... Vous confirmez ce que l'ancien a dit alors? Non. Gbagbo ne veut pas aller aux élections? Non, on ne va pas à une élection quand vous savez que les dés sont pipés. Donc c'est une question de bon sens qui est posée. Dans leur communiqué que j'ai lu ce matin, il pose deux problèmes. Un problème de transparence, un problème de crédibilité. Selon lui, la CEI n'est plus transparente. Selon lui, la CEI n'est plus crédible. Maintenant, on va aller regarder, est-ce qu'il dit vrai ou il dit faux. Donc, c'est une question de bon sens. Il dit vrai ou faux selon vous? Bon, je l'ai dit sur votre plateau que la CEI, même, c'est discrédité. D'abord, si on veut aller au commencement, on va dire que non. Qui a écrit le code électoral? Le code électoral a été écrit par le président de la République qui sera candidat. Voilà, les règles du jeu sont écrites par une partie prenante. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Et je l'ai dit, pas parce que, voilà, pour faire plaisir à quelqu'un, mais je l'ai dit, c'est valable pour les partis au pouvoir ou pour l'opposition. Parce que celui qui écrit les règles du jeu, c'est celui qui décide. Donc, si le président ou le parti au pouvoir a écrit les règles du jeu, c'est un problème majeur. Alors, vous nous dites donc que l'absence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale du ressort du président de la République et non du fait de la loi. Ce n'est même pas moi-même qui l'ai dit, c'est le président de la CEI qui l'a dit. Il dit que le cas Gbagbo, c'est un cas politique. Moi, je dis non, que ce n'est pas un cas politique. Gbagbo est un Ivoirien, oui. Gbagbo est un Ivoirien. Gbagbo a le droit d'être sur la liste électorale. Mais il y a aussi la loi qui est là, la justice mais non, on va aller pas à pas. Allez-y. Même si
on dit qu'il a été condamné pour 20 ans et autres, mais d'abord c'est un Ivoirien. Ça, sur cette base-là, nous tous sommes d'accord. Donc logiquement, il doit être sur la liste électorale. Maintenant, on va aller regarder sur le plan judiciaire, est-ce que la CEI avait les moyens d'inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Moi, pour moi, oui. Parce qu'il y avait une décision de la Cour africaine de justice, elle pouvait se prévaloir de ça. Au cas contraire, on demanderait à la CEI, vous êtes indépendant vis-à-vis de qui ou de quoi? Parce que le président de la CEI a parlé d'un droit positif. Un droit positif, c'est lorsque vous dépendez de l'action d'une autre entité. Donc, si vous dépendez de l'action d'une autre entité, vous n'êtes pas indépendant. Donc, le président de la CEI doit justifier l'indépendance même de sa commission. Maintenant, pour chuter, pour aller un peu plus loin, le PPACI demande un audit de la liste électorale. Nous tous, nous savons que la liste électorale est un document administratif. Mais ce que les Ivoiriens doivent savoir, la liste électorale est le document administratif le plus important en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi c'est le document le plus important? Parce que les noms, ceux qui vont inscrire les noms sur cette liste-là, vont décider de qui sera le président de la République, donc de qui va décider à la place de nous tous. Donc, les décisions de cette personne-là vont influer nos vies. Donc, si cette liste-là, elle n'est pas bonne, il y a un problème. Sur le plan de la souveraineté, il y a un gros problème. Donc, c'est de l'intérêt de tous que cette liste-là soit propre. Et dès l'instant que Laurent Gbagbo a les preuves en sa main qui prouvent que cette liste-là n'est pas propre et que le président de la CEI ne veut pas faire un audit, ça prouve que, voilà, on ne va pas des élections crédibles et transparentes. D'accord. Alors, Lassina, justement, concernant la CEI, Laurent Gbagbo l'a critiqué en ces termes. Je vais vous lire un pan de son communiqué. La CEI n'est plus ce qu'elle prétend être. Elle n'est plus une institution indépendante, elle est devenue l'instrument docile d'un pouvoir qui refuse l'alternance, qui refuse la transparence, qui refuse l'inclusion, un pouvoir qui a peur du verdict du peuple et qui tente par tous les moyens de le contourner. Il parle donc du RHDP, votre parti politique. Mais Gbagbo, d'abord, qui règle tout ce que lui, il avait à régler, son parti s'est disloqué, il n'a pas pu les rassembler. Et c'est aujourd'hui... Bon, écoutez, Khalil, Gbagbo, c'est quelqu'un qui fait de la communication. Est-ce que la CEI n'est pas un instrument à votre service, au service du RHDP? La CEI a un fondement juridique. Ce fondement juridique-là a été écrit sous qui? Sous Gbagbo en 2001. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la CEI? Et puis Gbagbo, il a eu l'opportunité, je vous le rappelle, en 2009, je crois, lorsque Beugre Mambé avait été soupçonné par le FPI à avoir écrit près d'un demi-million de personnes sur la liste électorale. Souvenez-vous, Gbagbo a dissous la CEI. Il est même allé plus loin, il a dissous le gouvernement. Et puis il a demandé au Premier ministre de lui proposer un nouveau gouvernement et un nouveau format de la CEI. Il avait toute la latitude en son temps, donc, lorsqu'il avait pris ces décisions importantes sur la base de l'article 48, de réformer, de reformater la commission à l'image de ce que lui trouve comme l'idéal. Mais il a reconduit la même CEI, il n'avait que changer celui qui était à la tête. Donc c'est CEI-là, c'est cette CEI d'avant-là, que nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Et la preuve, si lui-même, il doutait de la sincérité de cette CEI, s'il me remettait en cause l'impartialité de cette CEI, mais pourquoi il a demandé à intégrer la CEI? Il est resté combien d'années dans la CEI? Il est resté combien d'années dans la CEI? On a pris l'argent du contribuable pour payer son représentant. Et aujourd'hui... Mais est-ce qu'il n'avait pas droit à intégrer cette CEI? En tant que parti politique, il avait droit à intégrer cette CEI. Personnellement, si je décris une commission, selon eux, qui est important, ce qui est vrai pour la vie de la nation, c'est dès le départ, je commence à décrier l'institution. Je ne me bats pas. Dès que j'ai l'opportunité de rencontrer le chef de l'État, comme
demande que je mets sur la table, à cette rencontre importante entre les deux, je demande que mon parti intègre la CEI. Vous comprenez un peu, non? Peut-être que c'était dans l'espoir de changer les choses, en estimant, si je suis présent au sein de la CEI, peut-être que ça peut faire bouger les lignes. Ils ont dit eux-mêmes que lorsque quelqu'un rentre à la CEI, il prête serment, il n'a plus appartient plus à un parti politique. Donc ce n'est pas celui qui est à l'intérieur là-bas qui va changer les choses. Et de toutes les façons, toutes les décisions qui se prennent à la CEI, il y a comment on appelle ça, il y a une commission centrale à laquelle appartiennent les représentants des partis politiques. Tout ce qui est pris comme décision, ce sont des décisions collégiales. Rien n'est imposé par le président de la CEI. Tout est planifié, est conçu, planifié ensemble par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient de la société civile, qu'ils appartiennent aux partis politiques ou qu'ils soient les représentants des différentes institutions. C'est ensemble à la commission centrale qui s'asseyent autour de la table et puis ils décident et ils valident ensemble. D'accord. Alors, est-ce que vous comprenez un peu pourquoi le PDCI ne l'a pas fait un peu plus tôt, c'est-à-dire le PPACI, autant pour moi, pourquoi le PPACI ne l'a pas fait un peu plus tôt, c'est-à-dire suspendre sa participation de la CEI et c'est maintenant à 6 mois de la présidentielle. Pourquoi ça? Oui, vous allez réagir, le temps de laisser Aké répondre à cette question. Oui, normalement, c'est-à-dire quand on fait la politique, il y a il y a le bon sens. Et le bon sens voudrait que, non, si vous n'êtes pas d'accord avec une commission électorale, vous devez la décrire dès le départ. Mais dès l'instant que vous voulez être partie prenante, bon, c'est une stratégie politique. On ne va pas leur en vouloir pour ça. Mais moi, je dis, les missions de la CEI, c'est quoi? C'est le respect strict du code électoral. Et là, je peux donner raison au PPACI de dire que non, la commission électorale n'a pas respecté le code électoral. À quel niveau? Au niveau des choses, qu'on appelle ça, de la RLE. Parce que le respect strict, c'est en français, respect strict, c'est-à-dire vous ne devez pas faire une interprétation intelligente, mais vous ne devez pas faire une application intelligente de la loi. Et au niveau de la CEI, ils ont fait une application intelligente de la loi, selon eux. C'est normal qu'en tant que parti politique, ils puissent dénoncer ça. Et ça, moi j'aimerais que le RHDP aujourd'hui... Il faut le dire. Non, dénoncer parce que c'est athée. Il n'y aura pas de révision de la liste électorale. Ah si, il va en en 2025? Oui. En 2025? Oui, après la présidentielle, non. 2025. Mais attends, la révision de 2024, c'était dans quel mois? Non, ça c'est 2024. On non, parle de l'année électorale. J'y arrive. Non, il n'est pas écrit qu'il faille, on dit de réviser la liste électorale chaque année. On n'a pas d'année électorale. On dit de réviser la liste électorale chaque année. Bon, en 2024, j'arrive. En 2024, on a révisé. 2025, on peut faire la révision en novembre. Ça, on a toujours en 2025. Si on a accepté de faire la révision en octobre en 2024, pourquoi on n'accepterait pas de faire la révision en novembre en 2025? Ok, moi je voulais répondre à ce que vous venez de dire. Vous savez, il a dit, quand on dit la loi est l'expression de la volonté générale. Mais la loi, il y a l'esprit de la loi et puis il y a la lettre. Quand on dit révision de la liste électorale, il y a le mot électoral. Oui. Donc il y a élection d'un électoral. On dit la mise à jour. Attendez. Il y a élection d'un électoral. Il y a élection d'un électoral. Donc, c'est-à-dire quand vous faites une révision électorale, c'est dans le but de faire des élections. Et pour faire des élections, il faut une liste électorale propre. Et depuis des années, on fait toujours si on veut dire, des RLE avant les élections. Pourquoi cette année, vous voulez faire après les élections? Si la CEI voulait faire la révision après les élections, elle devait en informer ses partenaires avant 2025. Là, le débat sera sur la table et il y aura une décision consensuelle. Dès l'instant que vous attendez 2025 pour changer les règles du jeu, c'est tout à fait normal que les gens ne se sentent plus et ne reconnaissent plus la crédibilité de cette institution.
D'accord, monsieur, on a bien entendu vos avis sur ce deuxième sujet. On va aller rapidement pour le troisième et dernier sujet qui concerne le RHDP, dont le congrès ordinaire est annoncé pour les 17 et 18 mai 2025. Alors, l'enseignant, vous qui êtes membre du bureau politique du RHDP, est-ce qu'on peut savoir avec vous les enjeux de ce congrès? Bon, je ne suis pas sur le plateau mandaté par le RHDP. C'est ça. Toutefois, je suis quand même militant de ce parti. Je suis membre du bureau politique. Je suis coordonnateur régional adjoint. Donc, c'est-à-dire que j'ai quand même quelques aptitudes à dire comment mon parti se prépare. Vous savez, le RHDP allait à son premier congrès ordinaire le 25-26 janvier 2019. Et on est rentré allègrement en 2025. On a eu à faire des conseils politiques élargis à toutes les structures d'encadrement. C'est tout comme une convention. C'est au cours d'un conseil, d'ailleurs un conseil politique élargi, que la décision avait été prise pour désigner le président le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat. Et c'est encore au cours d'un conseil politique qu'il avait été demandé au président, dès lors que Amadou Gon, que nous avons désigné, malheureusement nous a quittés. Et c'est encore un conseil politique qui a demandé au président de la République de rempiler, alors qu'il avait déjà dit qu'il cédait la place à quelqu'un d'autre. Donc, on a eu comme ça quelques réunions de conseils politiques qui, chez nous, s'apparentent plus ou moins à une convention, même si ce n'est pas une convention, parce que ce conseil politique a le mérite de rassembler sur le même plateau toutes les structures d'encadrement, donc toutes les décisions qui sont prises là-bas, tout le monde, y compris le président même du parti, donc le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Mais au jour d'aujourd'hui, il est pour nous question de faire un bilan et de notre existence en tant que parti unifié. Et ce bilan, je ne peux pas dire qu'il est négatif ou il est positif, mais toujours est-il qu'on a pu traverser toutes les tumultudes, n'est-ce pas, tous les accros depuis janvier, c'est ça, 26 janvier 2019 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le parti se porte très bien. Donc, à l'orée des élections présidentielles, comme il va être question pour nous d'investir certainement de façon éclatante notre candidat, donc on va à une convention qui va certainement se pencher sur tout ce qui a été fait entre-temps, parce que n'oublions pas qu'il y a eu une restructuration. On avait un directeur exécutif avant, et puis après on est passé au secrétariat exécutif. Et aujourd'hui, après Amadou Gon, on a un président de directoire. Le parti est passé des conseils régionaux à une autre forme de coordination régionale. Donc il y a eu des aménagements techniques, tout ça dans le bon sens pour permettre au parti. Donc il est pour nous l'heure du bilan, et à l'occasion donc certainement désigner notre candidat qui va compétir au nom de notre parti pour les élections à venir. Donc, le candidat, ce sera Alassane Ouattara. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le président Alassane Ouattara. D'accord. Le contraire, c'est Dieu. Sinon, nous, c'est Alassane Ouattara. D'accord. Alors, allez, Renaud Aké, donc, à entendre parler l'enseignant, on va tout droit vers un autre mandat, une autre candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle 2025. Oui. Pour moi, c'est une candidature de trop. Voilà, je l'avais dit une fois sur votre plateau, le jour où on avait fait un débat, il avait fait un discours devant le corps diplomatique. Et moi, je voyais clairement que c'était, disons même, une candidature de trop qu'il allait faire. Parce que pour moi, à un certain âge, le test ultime pour un homme politique, pour moi, c'est de renoncer au pouvoir. C'est-à-dire quand vous atteignez un certain âge, vous devez vous-même comprendre. Le bon sens doit vous habiter pour vous dire, bon, je suis assez âgé. J'ai des jeunes qui sont frais, qui sont avec moi depuis 30, 20 ans, 15 ans dans le pouvoir, qui peuvent prendre la relève. Lui-même l'avait préconisé, qu'il avait une bonne demi-douzaine. Donc,
Ne pas utiliser cette demi-douzaine-là maintenant, pour moi, c'est un échec pour le président du RHDP. C'est un échec pour le parti lui-même. Parce que ça montre qu'il y a une insuffisance au niveau même du leadership au sein du parti politique. Parce que quand vous avez un leader... Le leadership du président Alassane Ouattara est insuffisant, c'est ce que vous nous dites? Non, 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 non. C'est-à-dire, pas son leadership est insuffisant. Il y a une insuffisance de leadership. C'est-à-dire, il n'y a personne au RHDP qui peut émerger à part lui. Lui aussi, il n'a pas fait émerger pendant tout ce temps, depuis Amadou Gon jusqu'à présent, il n'a pas fait émerger un champion. Voilà, il faudrait qu'on se dise la vérité. Donc, pour moi, s'ils vont à ce conseil politique, c'est le moment pour eux de s'asseoir pour commencer à parler de l'après-Ouattara. Pour moi, ce serait se projeter dans le futur. Et un parti politique qui n'arrive pas même à se projeter dans le futur, parler de l'après-Ouattara, pour moi, c'est un échec. Ils disent que son parti se porte bien. Oui, ça se porte bien. Son parti se porte bien parce qu'ils sont au pouvoir. Moi, je ne vois pas un parti qui se porte mal en étant au pouvoir. Vous vous portez bien sur le plan financier, sur le plan médiatique, et au niveau même du personnel politique, il se porte bien. Puisque nous voyons aujourd'hui, tout le monde vit au RHDP. Bon, la plupart de nos hommes politiques vivent au RHDP. Sur le plan politique, vous vous portez bien. Mais au sein de vos partis, personne n'émerge. Et ça, moi, c'est un drame pour un parti politique qui se veut un grand parti. Un grand parti, ça suppose qu'il y a des grands hommes, il y a des grands leaderships, et ça, on ne voit pas. D'accord. Vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir quand il dit que quand on est au pouvoir, on doit forcément se porter bien. Ce n'est pas évident. Je vous rappelle, peut-être je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, en 2001, c'est vrai que déjà en 2002, le RDR n'avait pas voulu aller aux élections législatives parce que le président Ouattara sa candidature n'avait pas été validée pour Kong. Pour cela, le RDR, en son temps, avait dit, bon, on ne va pas aux élections. Il y a d'autres causes, bon, je ne vais pas m'étaler dessus parce que ça peut être long un peu à expliquer, mais on n'est pas aux élections législatives. Mais les élections municipales qu'on suivi, je crois, 3 ou 4 mois après, parce que c'était en mars, je crois, 2001, mais on n'était pas au pouvoir, hein, mais on avait le plus grand nombre de maires de communes en Côte d'Ivoire. Or, le FPI qui était au pouvoir devrait se porter bien et avoir la majorité. Le FPI, non seulement n'avait pas la majorité véritable à l'Assemblée, c'est des alliances qu'ils avaient faites. C'est des alliances qui avaient été faites. Moi, j'étais à l'Assemblée, je sais de quoi je parle. C'est des alliances qui avaient été faites avec des gens du PDCI, certains gars du PDCI, avec certains groupes dits indépendants. C'était des alliances. Le FPI a fonctionné par alliance pour faire passer ces lois. La différence, c'est que vous avez 15 ans d'exercice de pouvoir. Eux, ils avaient seulement que quelques mois d'exercice de pouvoir. C'est la grande différence. Donc voilà, 15 ans d'exercice de pouvoir. À peine ils prennent le pouvoir, nous, on les supplante au niveau des communes. Mais est-ce que quand le RADP a pris le pouvoir, il a été supplanté par un parti de l'opposition? Le RADP était au pouvoir depuis 2002. 2005. Le RADP était au pouvoir depuis 2005. C'est vous qui me le dites? Voilà, le RADP avait des ministres au sein du gouvernement. C'est ça, c'est être au pouvoir. Est-ce que c'est pas être au pouvoir? C'était Alassane Ouattara qui était président bien Laurent Gbagbo. Non, non, non. Mais est-ce que quand vous avez un parti politique, est-ce que quand vous avez des ministres au sein d'un pouvoir, est-ce que c'est pas c'est des procès dans lesquels je ne veux pas entrer. Le commun des mortels, qu'ils soient ivoiriens ou à l'étranger, c'est que c'est Gbagbo qui était président de Côte d'Ivoire. Le FPI qui était au pouvoir. Vous ne savez pas. Maintenant, dire que quand on est au pouvoir, on se porte bien, mais nous, on a un bilan élogieux. D'accord, c'est bien compris, on ne pourra pas aller... Au niveau de la vie du parti, on a le plus grand nombre de communes, on a le plus grand nombre de députés, on a le plus grand nombre de conseils régionaux, on a le plus grand nombre de sénateurs. Par le temps, on aura une occasion dans les jours à venir, les mois à venir, pour organiser une émission spéciale sur le bilan du RHDP et de son président Alassane Ouattara, parce qu'il faut bien sûr en parler pour savoir, au bout des 15 ans
en est, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour édifier tout un chacun. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venus faire le débat, d'avoir décrypté pour nous, selon votre entendement, les sujets qui dominent l'actualité politique en Côte d'Ivoire en cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de la revue de presse grand format, toujours sur les antennes de l'Intelligent TV. Au revoir et portez-vous bien.